dans la recherche qui avance à grands pas. Cette conférence est grâce à la commandite de Amylyx et de MT Pharma. On aimerait le remercier pour leur commandite. I want to thank Amylyx and MT Pharma for their sponsorship of this important event and for their support to really help furthering our mission. They're great partners, and collaboratively, we're really looking forward to continuing to expand our programs and services and deliver great programs like this evening. J'aimerais juste mentionner, hier, nous étions à l'Assemblée nationale avec Mario Hudon et Nancy. Je sais que c'est sur le Zoom, je pense. Mais on était là avec Partenaires Neuro. Puis si vous pouvez suivre sur Facebook nos messages clés, je ne vais pas les passer tout de suite, mais c'était une journée très inspirante. Puis nous luttons ensemble pour vaincre cette maladie. Et puis, c'était une journée... nos voix ont été entendues très fort au nom de toutes nos communautés et j'aimerais vous renforcer juste qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau du gouvernement pour soutenir notre cause, toutes les maladies neurologiques et évolutives. Alors, restez à l'afflux parce qu'il va y avoir beaucoup de développement puis on a besoin d'ambassadeurs. Puis si vous êtes intéressés à joindre à nous, s'il vous plaît, nous envoyer un courriel. Il va y avoir de la formation. Et on va être prêt pour le mois de l'ESALA dans le mois de juin pour bien passer nos messages. Alors, j'aimerais remercier Dr. Richard Robitaille, il est présenté en ce moment il est membre de notre conseil d'administration et chef de notre comité aviseur pour la recherche. Et j'aimerais lui remercier, Dr. Robitaille, pour tout ce que vous faites pour soutenir notre mission et surtout pour la coordination de cette soirée. Il va présenter nos invités spéciaux et merci à vous tous pour être présents sur Zoom et encore une fois dans la salle. Merci. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais juste... J'ai compris ça. Voilà. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à mon tour. Je demanderai à tous les participants sur Zoom de mettre votre microphone en sourdine pour être sûr qu'on n'ait pas de bruit de café et de discussion au travers. Merci beaucoup. Donc, alors, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici ce soir pour notre première en 2023, mais je pense que c'est notre 10e événement comme ça. Là, on arrive proche de la dizaine, donc on est vraiment très, très heureux de vous accueillir à nouveau. Je vais d'abord vous présenter nos experts, nos panels d'experts de ce soir. Alors, on est vraiment très choyés, encore une fois, et je les remercie d'emblée. Générosité de temps, votre empressement à participer, votre générosité, c'est vraiment très apprécié. Je pense que l'importance de fournir une information juste et claire est diablement importante dans in our day and age. Alors, notre équipe de cliniciens, alors Dr. Geneviève Matt, qui est la responsable de la clinique de SLA au CHUM. Bienvenue Geneviève, un gros merci. Et en ligne, on a Dr. Oliver Blanchard du MNI. Thank you so much, Oliver. Merci d'être ici. Et Dr. Angela Ganch, qui est la directrice de la clinique SLA, qui va être là au début et qui doit participer à une autre réunion par la suite. Nos chercheurs, on a Dr. Alex Parker, qui est professeur à l'Université de Montréal, chercheur au CHUM. Un gros merci. Cassin Patton, qui est chercheur à l'Institut Armand-Frappier, qui est aussi détenteur de la chaire Duke Adjan, qui est une contribution extrêmement importante pour la recherche en SLA, qui est à l'Institut Armand-Frappier. Dr. Gary Armstrong, qui est un chercheur au MNI. Thank you so much, Gary. Et en ligne, on a Dr. Jean-Pierre Julien du Centre de recherche cerveau à Québec. Et bien sûr, je suis là comme hôte. Alors, le déroulement de la soirée, va être essentiellement une soirée pour répondre à vos questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va commencer par une présentation du Dr. Matt qui va faire un survol, un résumé de l'état des essais cliniques, les drogues, où est-ce qu'on en est rendu. Vous avez toujours beaucoup de questions pertinentes là-dessus, donc vous allez déjà avoir une partie de vos réponses dans cette présentation-là. Et par la suite, on va entamer la session questions-réponses comme ça jusqu'à environ 8h.
Alors, voilà. Si vous avez des questions, posez-les sur le chat. On est, Kate et moi, qui allons essayer de coordonner la gestion des questions écrites. Et s'il y a des questions dans la salle, on va les faire aussi. Et je remercie tous ceux aussi qui ont envoyé des questions à l'avance. Vous avez été nombreux à le faire. Et déjà, on va pouvoir alimenter la discussion avec toutes ces questions-là que j'ai distribuées à nos membres du panel. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'inviterai le Dr. Matt à nous faire son petit survol de la recherche. Et là, attends un petit peu. Donc, en principe, tu touches celui-ci, puis ça bouge. Avec Pas celle-là. avec celle-là. Non. Non, avec Celle-là. celle-là. OK. Parfait. Bien, bonjour tout le monde à Montréal et à la maison. Voilà. Donc, par où commencer? Bien, c'est sûr, il se passe beaucoup de choses en SLA. Il y a rarement eu autant de recherche et de développement clinique. Donc, on dénombre là, environ 80 entreprises qui ont des projets dans un pipeline à divers degrés pour la SLA. Donc, c'est vraiment excitant. Il y a des millions de dollars qui sont investis là-dedans par des compagnies déjà établies. Par exemple, Amylyx, qui a d'autres développements là, que leurs produits actuels, puis d'autres joueurs majeurs dans l'industrie. Puis aussi, ben, les différentes universités sont très actives. Puis il faut réaliser qu'au Québec, on est choyé. Donc, on a des chercheurs, vous voyez ici, là, de 3 universités, une institution majeure également, qui sont impliqués, bien ça, c'est les mêmes chercheurs forts qui présentent à la rencontre d'SLA Canada. Donc, chaque année, il y a un forum de recherche où on échange et qu'on peut justement faire naître des collaborations. Puis, c'est pas mal le même monde qui présente aussi aux symposiums internationaux. Voyons. Excusez-moi, le MNDA Symposium, puis ALS-MND. Merci. Donc, c'est pas mal tout le monde, ces gens. Donc, ben, en tout cas, je fais de la médecine de différentes façons. En bref, c'est ça que ça veut dire, cette diapo. Donc, tout ça pour dire que cette année, il est quand même arrivé des choses excitantes en SLA. Puis je pense que c'est juste la traduction de tout ce qui est arrivé ces dernières années. Donc, il y a un nouveau traitement qui est maintenant disponible au Canada, c'est l'Albrioza. Donc, c'est une combinaison de 2 produits, le phénylbutyrate de sodium, qui améliore la réponse de stress des neurones, là, alors qu'ils sont en processus de mort. Puis le turso qui va aller dans les mitochondries, améliorer leur fonctionnement. Les mitochondries, c'est quoi? Ben, c'est des petites usines à énergie dans les cellules. Donc, on sait qu'elles sont anormales dans la SLA. Pour ce qui est des recherches qui ont permis la commercialisation, qui ont démontré un bienfait, ben, il y avait eu une étude pivot, là, Centaure, qui a montré chez 137 patients hautement sélectionnés, là, un changement dans l'évolution de la maladie. Donc, sur 6 mois, on a à peu près une différence de 2 points de moins de perdus chez les patients qui avaient le médicament par rapport aux patients qui étaient sous placebo. Donc, les points, c'est notre échelle fonctionnelle, l'ALS-FRSR. Pour ceux qui sont moins familiers, ben, c'est une échelle fonctionnelle, un peu un outil qu'on utilise en clinique pour les patients. Vous l'avez probablement déjà fait de façon plus ou moins subtile avec la rencontre avec l'infirmière. Donc, c'est une douzaine de questions sur votre niveau de fonctionnement dans différentes sphères motrices. Là. Donc, la fonction des mains, des jambes, la capacité à s'exprimer. Et l'Albrioza, ben, on a aussi un peu de données de survie. Donc, on a établi qu'il y avait un avantage d'environ 6 mois chez les patients qui avaient été exposés aux médicaments dès le début. Donc, il y a des données comme ça qui émergent maintenant dans la littérature, puis il va en avoir encore plus avec l'étude des données du monde réel. Je vais en parler plus tard.
So I'm sorry, my slides are not prepared in both languages for all, but overall, we were talking about this exciting time in ALS. That is Albrioza. And it's just been commercialized in Canada. Une autre avancée bien attendue, là, c'est l'édaravone oral, donc qui a été approuvé à la fin de cette année, à la fin 2022. Et ce qui est pertinent de savoir, c'est que c'est bioéquivalent, donc c'est la même quantité, le même pic que quand on le fait en intraveineux, et ça semble tout à fait sécuritaire. Pour ce qui est de la distribution, ben, c'est sûr que ça commence sur le marché. Il semble que dans la dernière semaine, les premiers ont été disponibles. Donc, progressivement, selon les assureurs, ça se passe, OK. Donc, selon les assureurs, les patients vont avoir de plus en plus accès. Donc, qu'est-ce qui se passe d'excitant à part ça? Ben, c'est pour les patients qui souffrent de SLA, mais liés à une mutation SOD1. C'est le tofersen. Donc, le tofersen, c'est un oligonucléotide, antisense, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, ça diminue la production de SOD1, qui semble être la protéine anormale chez ces patients-là. Il faut réaliser qu'il y en a, somme toute, très peu chez les patients du Québec, mais juste assez pour que ce soit pertinent qu'on regarde. Donc, un oligonucléotide en ce sens, bon, voici l'explication un petit peu plus longue, c'est... Excusez-moi. OK, non, je verrai assez bien comme ça. OK. Donc, un oligonucléotide antisense, c'est un brin d'ARN qui va se coupler au brin d'ARN qui éventuellement donnerait normalement des protéines. Là, ça empêche la production de protéines. Donc, l'essai clinique de phase 1-2 était très prometteur. Puis, dans l'étude clinique de phase 3, on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas les issues cliniques, l'amélioration qu'on souhaitait à 6 mois. Mais en faisant la phase ouverte et en prolongeant les évaluations jusqu'à 1 an, on s'est rendu compte qu'il y avait un avantage pour les patients qui avaient commencé le traitement dès le départ. Donc, ça change vraiment la vie des gens. Là. Beaucoup de mes mutations SOD1, c'est des choses qui donnent une maladie foudroyante. Donc, de voir qu'on améliore la survie, qu'on ralentit significativement la maladie, ça donne beaucoup d'espoir. Puis, pour les autres maladies géniques, il y a des essais cliniques en cours, donc ça pourrait être intéressant dans le futur. Il y a d'ailleurs un essai clinique pour les patients qui sont pré-symptomatiques. Donc, vous voyez déjà, il y a des avantages de plus en plus à se faire tester, avoir un diagnostic génétique. C'est quand même la minorité des patients qui ont une anomalie génétique, mais ça peut être intéressant. Il y a toujours un essai clinique en cours là, pour les patients qui sont atteints d'expansion anormale dans le gène C9orf. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Il y a également un autre essai clinique en cours pour les patients porteurs de mutations FOS. Donc, encore là, on voit qu'on s'attaque de plus en plus près aux mécanismes même qui causent la maladie. En termes de découverte, donc, c'est la partie la plus moléculaire de la soirée. Donc, je vais vous parler de TDP43 puis de STATMIN 2. Donc, vous vous rappelez peut-être au fil des années, là, vous entendez parler de TDP43, la molécule qui semble centrale dans la maladie, qui s'accumule dans les noyaux. En fait, en dehors des noyaux des cellules, ce qui est justement le problème. Puis ça fait qu'on observe une réduction de nombreuses autres protéines qui semblent essentielles à la cellule, surtout celles qui se lient à l'ARN. Et donc, on se rend compte qu'on manque de STATMIN 2 dans les neurones SLA parce que la molécule de STATMIN qui est produite est trop courte. Donc, elle n'a pas tous les morceaux qu'il lui faut pour bien fonctionner.
Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire ça différent? Donc là, c'est encore en jouant sur la génétique, si on peut dire, en faisant sauter l'exon cryptique, donc qu'il soit que l'épissage, le splicing soit fait normalement, puis qu'on enlève toute cette partie-là d'ARN avant que la protéine soit produite. Donc, comment peut-on faire ça? Bien, avec un antisens. Donc, encore là, un brin d'ARN, mais cette fois-ci, le but, ce n'est pas d'empêcher la production de protéines, mais vraiment de faire sauter l'intron, se débarrasser de l'intron dont on ne veut pas et augmenter la stathmine 2. La stathmine 2, ça a un rôle de réparation des neurones. Donc, c'est quand même assez intéressant, les données qu'on a. C'est toujours des modèles neuronaux pour l'instant. Puis, il y a un essai clinique dont je vais parler tout à l'heure qui est à veille de commencer. Malgré tout ce qui est excitant, toutes les molécules qui nous arrivent, il demeure pas moins qu'un élément non négligeable des soins de la SLA, puis de ce qui va améliorer la qualité de vie, puis le pronostic, c'est être suivi dans une clinique interdisciplinaire. Donc, c'est juste une brève présentation là, de notre équipe au CHUM, auquel s'est ajoutée une nouvelle infirmière, puis on a même du travail social là, en plus de psychologie et soins spirituels. Donc, that's all of our team at CHUM. And nos 3 médecins, so 3 neurologists involved in ALS. Et on garde encore la télésanté, même si la COVID semble pas mal derrière nous. On a bien sûr réalisé là, les avantages que ça a pour nos patients. Ça ne remplace pas tout, mais on peut alterner les suivis en personne. Et de plus en plus aussi, il y a des protocoles de recherche qui incluent des visites à distance, donc pour faciliter les choses, la participation du plus de gens possible. Donc, en termes de recherche à laquelle les patients peuvent participer aujourd'hui, maintenant, bien, il y a toujours l'étude du reldesemtiv, qui est un médicament qui... Je m'excuse, je vais juste baisser le chat parce que là c'est un peu agaçant. Ah, c'est pas ça, non, c'est juste ça cache ma diapo. Puis là, je me tords, puis ça marche pas, puis le micro est pas à bonne hauteur, puis en tout cas, mais ça va bien. Il y a pire que ça. C'est la pire affaire qui m'arrive aujourd'hui. C'est une excellente journée. Donc, l'étude de phase 3 de reldesemtiv, qui est toujours en recrutement, donc une grosse étude d'un médicament dont l'hypothèse, c'est que ça améliore la fonction des muscles. Donc, c'est une façon de retarder la maladie. Et donc, il y a des critères pour entrer. Donc, dans le fond, le but, c'est d'avoir une population chez qui l'étude du médicament va être sécuritaire, mais aussi que le médicament va être... on va avoir une population homogène pour avoir des trouvailles significatives. Donc, si vous reconnaissez dans cette description, vous pouvez nous contacter. Ça a lieu dans d'autres sites au Québec aussi, là, pas juste au CHUM. Donc, c'est Nora Robert, peut-être en ligne, qui est responsable du recrutement là, des essais de phase. OK. Bon. Ça résonne beaucoup. Non.
Non. Le son, ça. Je l'avais dit, il est là, par ici. Geneviève, on vous entend maintenant. Le son avait coupé peut-être 30 secondes. Ah, OK. Merci beaucoup. C'est juste qu'on a un bel écho ici. Allô? C'est nous. Là, est-ce que vous nous entendez à la distance? Oui, on vous entend, Geneviève. Oui, Super, parfait. merci beaucoup, Oliver. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça. On a un essai clinique à venir là, avec un probiotique. Donc, des critères relativement inclusifs là, pour l'étude. Donc, vous pourrez nous faire signe, bien sûr, l'annoncer. Puis, c'est un projet qu'on veut multicentrique. Donc, il va probablement avoir d'autres sites au Québec qui vont recruter des patients. Finalement, qu'est-ce qu'il y a d'excitant? C'est d'autres projets plutôt de phase 1, 2, donc des médicaments en phase très précoce de développement. Donc, c'est sûr que c'est un profil un peu plus de risque un peu plus élevé, mais bien sûr, toujours encadré et mesuré pour le bénéfice des patients. Donc, nous, au CHUM, on a une unité spécialisée là-dedans, l'unité d'innovation thérapeutique. Donc, on a toujours l'étude Annexon qui recrute donc un médicament qui s'attaque aux compléments, donc les compléments qui font partie du système de la réponse immunitaire primaire. Puis, ça plaît à l'esprit là, du fait qu'il y a des dépôts dans plusieurs sites pathologiques de SLA. Donc, les critères d'inclusion ont changé un peu, mais ça demeure une étude justement un petit peu plus ouverte, là. Donc, ça peut être intéressant. Puis, finalement, l'étude sur la statamine 2, donc que j'évoquais tout à l'heure, là, donc la compagnie Curelys. Donc, c'est un médicament que des humains n'ont pas encore reçu. Donc, c'est quand même un profil de risque un peu plus élevé, quoique on sait de d'autres maladies qu'en général, c'est bien toléré. Donc, un projet là, quand même très inclusif. Donc, si vous remarquez, il n'y a pas de durée de maladie. Cependant, pour avoir une fonction respiratoire quand même minimalement bonne, là, 50%. Donc, ça peut être très intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est des mécanismes qui sont près du TDP-43. Il faut réaliser qu'en SLA, SOD1 puis FOS, il n'y a pas de dépôt de TDP-43. Donc, donc, ces patients-là sont exclus, mais il y a d'autres choses pour vous, si c'est votre cas. Donc, pour contacter pour les projets de phase 1 en développement précoce, c'est l'UIT, tout simple, uit.éligibilité.chum. Et les données des patients, les dossiers sont aussi partagés avec les études avec plus standard là, de phase 2. Pardon. J'avais d'autres choses? OK. Donc, en termes d'autres projets, d'autres façons de participer à la recherche, pour toutes sortes de raisons, des fois, les patients ne peuvent pas prendre des médicaments supplémentaires, ne sont pas éligibles, mais on a aussi des recherches observationnelles. Donc, on avait une recherche sur le cuivre et en ce moment, on ne recrute plus de patients SLA, mais on a encore besoin de sujets sains. Surtout des gens qui n'habitent pas avec les patients SLA. Donc, si vous êtes intéressé, puis on me dit qu'on manque un peu plus de femmes là, pour que notre échantillon soit correct. Donc, si vous pouvez contacter
Nora Robert, là, pour participer à la recherche, c'est une visite, un questionnaire. Une autre façon dont plusieurs patients peuvent participer, c'est en participant à des dons d'échantillons biologiques, des biobanques. Donc, on a la nôtre au CHUM. Pour l'instant, c'est surtout sur invitation. Puis, finalement, ben, le don de cerveau, moelle épinière au décès. Ça, il faut s'informer avec votre neurologue parce que chaque hôpital, chaque région a son système. On pourra en parler peut-être plus tout à l'heure. Puis finalement, ben, je vous parlais des preuves du monde réel. Donc, à mesure que les médicaments sont distribués aux patients, on voit l'effet. Donc, c'est important de continuer à les étudier. Donc, en participant au registre canadien des maladies neuromusculaires, on acquiert des données sur l'exposition à l'albriosa puis au radicava aussi. Donc, c'est des façons dont vous pouvez faire avancer les connaissances tout en recevant le traitement standard. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. À vos questions maintenant. Je suis sûre que ça vous brûle. Merci, Geneviève. Donc, un gros merci, Geneviève. Pardon? Il y avait une question dans le chat. Oui. Est-ce qu'on peut participer aux essais? C'est ça. Donc, si vous voulez, on va définitivement, c'est une question qui va revenir on va aborder de manière plus large. Je donnerai peut-être la parole à Dr. Ganch, si elle est encore en ligne, j'espère. Si elle aura peut-être des commentaires additionnels sur essais cliniques et tout. Puis après ça, je passerai aux questions et je commencerai effectivement par la participation aux essais cliniques. Effectivement, une question extrêmement importante qui revient souvent. Est-ce qu'Angela est là? Hello, everyone. Ah, good. Can you hear and see me? Yes. Okay. I'm going to be very brief because I'm at another meeting, but I really want to thank Geneviève. That was an excellent overview of what is happening in the city and in the province. And I'd like to add just a couple comments. The big one is that this is a time when there are enormous numbers of clinical trials happening for both medication and for understanding of ALS. The fact that Dr. Matt is the first site opened in the world for the Stassman program, and I've been very involved in the development, is really wonderful. And this has the potential, the Stassman trial that she referred to has the potential to have as much of an effect in patients with non-genetic forms of the disease as tofersen is having in patients with SOD1 forms of ALS. There are a number of other really important programs that are happening at the Neuro, and others that are shared amongst all of the sites in Quebec. So just to mention a couple more, there is an international program for a type of ALS that is caused by the FUS mutation, FUS. Currently, the Neuro is the only site in Canada. It's an ultra rare form of ALS, but it's a really important one. If you're under 40, but particularly under 30 and have ALS, you need to have genetic testing done. Because this medication, again, like tofersen, has the potential to be a real difference maker for patients with ALS. We see a significant stabilization of the disease and sometimes improvement. So it's a really important thing that every patient that gets a diagnosis of ALS has genetic testing done properly. It really should be universal. There's an international guidelines coming out, but this is how we find the people who have a special ability to respond to these particular clinical trials. There will be others like this,
there will be, there are trials for patients with the C9orf72 gene. In fact, the Stathman program may also work in patients with that mutation. There is a program that also is particularly effective in patients with C9orf72, and we'll be having another trial using that medication, hopefully by next year. There are programs for treating what we call toxic formations of the ataxin-2 protein, which is important in a couple of diseases, ALS being one of them. So those are the groundbreaking new trials. Within this year, there will be another trial for SOD1 that may again be groundbreaking and will work as a gene therapy. For patients who don't have a genetic form, Genevieve and the neuro are still running a number of trials with oral medications that are really directed at changing the course of the disease. One is the cytokinetics that Genevieve may have mentioned. Another is a trial called Himalaya, of all things, which is also an oral medication that is directed specifically for patients with sporadic forms of ALS. So I think we are moving forward. For us, for me in particular, I've been doing this for 30 years now. Quebec is one of the places in the world that gets to start a trial before many others. We get to offer drugs and treatments to our patients before most of the rest of the world now. And that's a huge and important change. So if you have not contacted the SHUM or the neuro and you have an interest in any way in clinical trials, please do so. I think it's super important. And keep supporting our efforts. We will get there. That's it, Richard. I don't want to go on too long because I know there are other speakers. Thank you, Angela. Merci. Merci beaucoup. Donc, je passerai donc directement aux questions. Et effectivement, la première question, c'est avec tous ces essais cliniques-là qui sont en route, comment quelqu'un peut participer? Donc, je passerai la parole aux cliniciens du panel, donc Dr. Matt, Dr. Blanchard, Angela Christianon. Donc, comment peut-on faire? Quelle est l'approche pour participer à ces études? En fait, c'est en parler à votre neurologue. Vous êtes suivi au neuro ou au CHUM, vous avez déjà là, les coordonnées, vous pouvez nous en parler. Dans le fond, le meilleur projet pour vous, c'est le projet pour lequel vous êtes éligible maintenant. Pas nécessairement attendre le prochain. Donc, ça, c'est le mieux. Si vous êtes suivi par un neurologue qui ne fait pas de recherche, vous pouvez nous contacter. Il y a aussi à l'Université Laval, là, à l'Enfant Jésus, qui a de la recherche, puis aussi à Sherbrooke, Dr. Gosselin a aussi des protocoles. Donc, c'est vraiment les sites du CALS, là, le Canadian ALS Research Network, qui font de la recherche en ce moment. Oliver, you want to add anything? Est-ce qu'il y a peut-être des ajouts à faire? Oui, c'est ça. En fait, nous, c'est ça. Nous, à l'Institut neurologique, on est 3 neurologues, dont Dr. Genge qui vient de parler, moi-même et Dr. Massy, qui voyons les patients à la clinique avec expertise en SLA. Donc, nous, en fait, on reçoit de façon hebdomadaire également des patients qui ne sont pas nécessairement suivis à notre clinique pour question de distance. Donc, si vous êtes suivi ailleurs au Québec et souhaitez également être inclus dans une étude, on peut toujours étudier la question. On a une équipe aussi dédiée juste par téléphone également pour voir l'éligibilité, mais aussi on peut
Dr. Massy, moi-même et Dr. Genge, on est ouvert également à vous voir une première fois pour évaluation avec l'équipe, quitte à être suivi par votre neurologue à l'extérieur, mais ensuite être évalué au niveau des études localement. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Sinon, on revient dans le courant de la soirée avec plus d'informations s'il faut. Et justement, par rapport à ce qui a été présenté par Dr. Matt, une question est ressortie. Est-ce que c'est possible d'en savoir plus sur le projet probiotique? Je vais commencer avec la partie la plus courte, là, qui est la plus simple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est une étude double insu, donc un patient, deux groupes de patients, un groupe qui va recevoir le probiotique et l'autre groupe qui va recevoir le placebo. Donc, on va bien sûr monitoriser l'effet du médicament sur 6 mois. Puis, il va y avoir aussi des paramètres biologiques. En fait, l'issue primaire, c'est les paramètres biologiques. Mais un probiotique, bon, plein de gens qui mangent du yogourt, ça n'a rien à voir avec la SLA. Donc, Alex va nous parler pourquoi on pense que ça va marcher. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, avec les études dans le labo, on pense en général un problème avec... Excusez-moi, Richard. Est-ce que pour ceux qui sont en virtuel, on entend quand même les Geneviève et autrui, mais on n'entend pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une façon d'approcher le micro à ceux qui parlent. Peut-être les intervenants, approchez-vous du podium. On pensait que le micro de la salle fonctionnerait, mais ce n'est pas très efficace. Et voilà, non, c'est un peu loin. Ben, ça, c'est mieux, oui. C'est mieux, donc je fais comme ça. Donc, en général, on pense, avec la recherche dans le labo, on pense peut-être le motor neurone et le problème de niveau d'énergie avec le lipide. C'est un grand chemin, mais on ne parle pas tout aujourd'hui. Donc, en général, on pense c'est un problème avec le lipide et on pense que le probiotique donne l'énergie parce qu'il donne l'acide gras spécifique. Et avec ça, on donne plus d'énergie à la neurone et c'est mieux. Donc, on pense que c'est ça. Donc, une façon, je crois que c'est important, parce que ce n'est pas encore vraiment fait, c'est quoi le niveau de lipide dans le patient de SLA? C'est un nouveau sujet de recherche en général. Donc, avec un truc qu'on va regarder bien, c'est quoi le niveau de lipide avec le patient contre le contrôle. Si le probiotique peut améliorer ou changer le niveau de lipide dans le bon sens. Donc, on pense à faire ça. Le deuxième point, c'est important, c'est une opportunité de regarder bien le microbiome pour le patient. Ça, d'accord. Parce que c'est beaucoup de labos qui font ça dans les États-Unis, mais je crois que ce n'est pas encore fait ici. Peut-être c'est un groupe en Calgary qui fait ça, mais pour nous, c'est une opportunité de regarder bien le niveau de bactéries qui existent dans l'intestin, etc. Donc, en patient, on commence au Québec, c'est vrai, mais avec le multicentre, on regarde ça aussi. Les deux choses qui sont importantes, c'est quoi le niveau de lipides chez le patient pour changer ça dans le bon sens. En même temps, c'est quoi le microbiome qui existe. You're too far from the microphone. Okay, well, we can use that one there. You want to come in here? Yeah. Yeah, so. Great speak. Yeah. Oh, wait, I can hear myself there. Okay, so, donc, brièvement, je vais recommencer. Donc, en général, on pense un problème avec le petit modèle dans le labo, c'est le moteur neurone manque d'énergie parce que le niveau de lipides, c'est beaucoup de déséquilibre. Donc, avec le probiotique, on pense que le probiotique donne l'acide gras spécifique et avec ça, c'est l'énergie pour les neurones combattre la neurodégénérescence. Donc là, c'est un truc. Donc, avec l'essai clinique, on pense c'est une opportunité pour nous de regarder c'est quoi le niveau de la homéostasis de lipides avec le patient. Parce que peut-être là, c'est un point de intervention et peut-être c'est aussi un biomarqueur. C'est un espoir. La deuxième chose, donc on va donner le probiotique, on regarde bien c'est quoi le niveau de lipides avant et après et dans la population en général et avec le patient. La deuxième chose, c'est important parce que c'est une area
je crois que c'est encore chaud. C'est quoi le niveau de microbiome dans l'intestin, la bactérie, la gut-brain axis, des choses comme ça. Il y a quelques groupes qui font ça. C'est bien avancé dans les États-Unis. Mais ici, je crois que ce n'est pas encore commencé. À mon connaissance, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Donc, pour nous, c'est une bonne opportunité de regarder bien c'est quoi le microbiome de les patients qui sont ici. On commence avec Québec, mais en même temps, c'est une étude multicenter, donc on fait ça. Parce que le point là aussi, c'est peut-être ça existe. Le micro-organisme bénéficiel est mauvaise. Peut-être on va identifier ça. Et avec ça, je vous dis ça tout de suite, on travaille bien avec une compagnie. C'est vraiment les experts dans le microbiome. La compagnie ici, à Montréal, l'Almond Health Solutions. Donc, ils sont prêts comme un partenaire industriel. Ils font toutes les choses comme ça. Ils sont avec nous 100%. Donc, ça, là, c'est plein de choses, mais c'est un essai clinique avec plusieurs points d'interrogation. Donc, parce qu'on prend beaucoup d'études et en même temps, c'est tout. J'ai oublié mon dernier point. OK. Mais juste reste ici, c'est encore la question. Merci, Alex. C'est très clair. Donc, une prochaine question, je regarde le chat. Donc, je vais aller avec les questions qui avaient été donc, il y a un suivi, écoutez, un suivi de M. Villeneuve. Cette fameuse probiotique Lactobacillus rhamnosus semble exister commercialement. Est-ce contre-indiqué d'en consommer? Donc, allez contacter Dr. Matt et entrer dans l'étude. C'est leur réponse. Donc, pour être sûr d'avoir un essai bien contrôlé pour voir exactement ce qui se passe avec les probiotiques. Donc, je passerai à une question très recherche et une question qui touche à vraiment c'est fondamental en SLA. Et donc, j'avais identifié Dr. Armstrong sur cette question-là. Pourquoi les neurones meurent? Et est-ce qu'il y a un moyen de bypasser ça? Donc, yeah, I guess you guys, you have to come. Yeah, sorry. We'll try to have it easy for you. Bonsoir. C'est deux très bonnes questions. Je pense que la première question, pourquoi les neurones meurent? C'est une question que tout le monde veut répondre, mais c'est la question la plus dure. Par contre, depuis les 10 dernières années, on a fait beaucoup d'avancements, je dirais. On a des pistes, mais la réponse exacte, on ne sait pas. Donc, quand je parle de pistes, donc on sait qu'il y a certaines protéines qui sont défectueuses, qui peuvent faire des dépôts ou des agrégats qu'on appelle, qui peut causer que certaines fonctions cellulaires vont être altérées et que la cellule va aller en mode de stress qui va entraîner vers la mort des cellules ultimement. Donc, il y a d'autres hypothèses, comme il y a la neuroinflammation qui peut augmenter la réponse. Donc, tout ça va mener à la mort cellulaire. Je pense que la question la plus importante, c'est pourquoi le type cellulaire qu'on appelle les motoneurones meurent, sont plus vulnérables. Donc, si on arrive à répondre à cette question, probablement qu'on aura plus une cible plus facile à les targeter avec des médicaments. Et il y a une étude très récente qui vient de sortir en février qui démontre peut-être que les motoneurones basés sur la structure cellulaire sont plus grosses, la machinerie est différente comparée aux autres cellules. Ça pourrait expliquer pourquoi eux sont plus vulnérables. Donc, la deuxième question, est-ce qu'on peut bypasser ces neurones? J'aurais aimé dire oui, mais donc si on regarde comment ça fonctionne, mettons pour un mouvement musculaire de la main, c'est vraiment comme un circuit qui est en relais. Donc, c'est comme le cerveau envoie un message. Et juste avant les muscles, c'est des neurones qui font cette connexion, ça s'appelle les motoneurones. Donc, pour avoir cette fonction musculaire, il faut que les motoneurones marchent bien. Donc, malheureusement, on ne peut pas les bypasser, donc c'est la dernière étape. Par contre, nos recherches, nous et plusieurs dans le monde,
on travaille à soit essayer de garder les motoneurones le plus vivants, le plus longtemps possible, ou on essaie de garder cette communication entre les neurones et le muscle. Donc, on pense en essayant de prolonger cette communication, ça va améliorer la qualité de vie. On voit avec certains essais cliniques que ça marche très bien, comme le Tofersen est un exemple. Donc, les bypassés, non, mais essayer de récupérer cette fonction et les maintenir plus vivants, c'est ça qu'on pense qui va probablement aider à long terme pour la maladie. Do you want to add something? Merci, super. Donc, oui. Ah, ben oui. J'arrête ici, j'arrête le partage ici. Parfait. Ici? Excellent. Super. Good. Alors, je passerai peut-être à une question qui avait été formulée avant, qui est plus une question côté clinique et qui est revenue dans le chat et qui revient fréquemment. Quelles sont les possibilités pour les gens qui ont reçu un diagnostic depuis quelques années? Disons, le chiffre qui vient souvent en tête, c'est 3 ans, mais il y a même dans le chat des gens qui ont un diagnostic depuis 5 ou 6 ou 7 ans. Alors, quelles sont les possibilités pour ces gens-là de participer aux études et comment ils peuvent participer? Donc, Oliver, Geneviève, je vous passe le micro. Oui. Ben, c'est sûr que malheureusement, dans les essais cliniques, souvent, il y a un critère de temps depuis le début de la faiblesse. Donc, c'est pour ça que le protocole Cure-ALS, c'est en fait, c'est une opportunité incroyable là, pour beaucoup d'entre vous. C'est certain, par exemple, qu'il faut avoir un certain niveau fonctionnel puis être capable de tolérer le traitement de recherche, là. Donc, on cherche une capacité respiratoire d'au moins 50%. Des fois, il y a des études plus permissives, là, par exemple, celle en génétique. Donc, je ne sais pas les critères pour les études FOSS et C9 que vous avez, Oliver. Oui, mais en fait, c'est ça, comme Geneviève, tu mentionnes. Malheureusement, c'est ça, c'est des. Si on regarde les études génétiques aussi, c'est plus inclusif. Donc, en général, présentement, pour la taxine 2 puis le FOS, il n'y a pas de limite de temps de la maladie, du début de la maladie. Évidemment, c'est seulement 10% de nos patients. Hein. Donc, c'est sûr que vous êtes 90% de patients donc 9 sur 10 qui ont moins d'options, qui n'ont pas la mutation génétique ou une forme familiale. Puis, comme Geneviève, tu mentionnes, c'est certain que la plupart ont autour des inclusions autour de 2 ans, la plupart, mais on garde toujours un œil ouvert pour les études qui incluent des gens qui ont un début de la maladie de plus longue date. Mais c'est sûr que malheureusement, c'est ça pour les études. Les compagnies ont tendance à ne pas inclure des patients qui ont une maladie très lente parce que ils ont probablement une maladie un petit peu différente de ceux qui sont trop rapides. Donc, en général, ce qu'ils essaient de faire, c'est pour avoir une étude plus forte, pour montrer un effet plus important avec un suivi moins long, parce que ça coûte quand même cher à développer ces études-là. Ils ont tendance à utiliser des patients qui sont modérés, qui sont dans la moyenne. Donc, ceux qui sont lents en termes d'évolution vont être exclus et ceux qui sont très rapides vont être également exclus. Mais ça, malheureusement, on n'a pas vraiment de façon à contrer ça, à part certaines études qui vont inclure des gens. Il y a aussi des études observationnelles. Hein, donc, évidemment, on veut aussi apprendre comment la maladie, quels sont les biomarqueurs, qu'est-ce qu'on peut aller cibler. Donc, il y a toujours une option de contribuer, même si vous êtes un progresseur de plus de 2 ans du début, il y a toujours une façon de contribuer pour essayer de mieux comprendre la maladie et donc, suite à la compréhension, cibler la maladie de façon plus intelligente, on devrait dire.
Merci beaucoup. C'est une question importante qui revient souvent. Désolé. On est dans un hôpital et il y a une annonce de code bleu, donc il fallait attendre que le message termine. Donc, c'est une question qui revient tout le temps. Et puis, c'est sûr, je pense qu'un peu un message d'espoir. Je pense que vous avez vu toutes les nouvelles avenues qui se développent. Et je ne sais pas, peut-être, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais plus on va avancer dans ces connaissances-là, et il y a des chances qu'effectivement, la fourchette... Désolé. Bon, que la fourchette de temps depuis l'apparition des symptômes et le diagnostic puisse être élargie selon ce qu'on est capable de faire. Bon. Ils viennent d'annuler le code bleu. Voilà. Bon. Donc, on a une question de Mme Vaillancourt qui, dont sa mère est décédée de la SLA, donc une progression très rapide, fulgurante. Et donc, la question aussi extrêmement importante, est-ce que les gens, les proches devraient se faire tester génétiquement, étant donné que dans le cas de sa mère, il n'y avait pas de cause génétique qui avait été identifiée. Donc, quelles sont les recommandations là-dessus, encore une fois, pour nos cliniciens? Peut-être je vais répondre à cette question-là, Richard. Donc, en fait, c'est certain que les variantes de ce qu'on appelle de signification indéterminée, on voit ça souvent. Donc, c'est un peu ce qui fait la génétique qu'on soit différent. Hein. Pourquoi des gens ont des yeux bleus? Il y en a qui ont les cheveux blancs qui viennent plus rapidement que d'autres. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'on est différent un à l'autre. Puis, malgré qu'on a plusieurs gènes dans le corps qui sont tous communs, on a tous des variantes qui font qu'on soit différent puis qu'on ne se ressemble pas. Mais c'est un peu ce qu'on voit aussi au niveau de la génétique. Donc, quand on tombe dans les variantes, c'est très difficile à prouver. Pour l'instant, je dirais la génétique serait plus importante à faire pour les membres de famille qui ont vraiment une mutation comme le SOD1 ou le C9ORF72 ou le FUS, qui sont clairement connus comme étant problématiques et causatives. Mais à ce moment-là, ça peut avoir une incidence sur vous et à ce moment-là, ça pourrait valoir la peine d'être testé. Non, pas seulement pour savoir si plus tard vous êtes à risque de développer la maladie ou développer la maladie, mais surtout aussi parce que, comme qui a été mentionné jusqu'à date, on a des études très ciblées pour ces mutations génétiques qui s'en viennent. Mais pour ce qui est de tester quand on a juste des variantes de signification indéterminée, personnellement, moi, je ne le recommande pas parce que ça peut causer plus d'anxiété que d'autres choses pour la famille. Oui. Merci, Oliver. Ben, tu sais, c'est ça, je compléterais, c'est que ça dépend quand est-ce que la mère de la patiente a été testée aussi, hein, parce que les panels ont changé. C'est sûr qu'un VUS, c'est probablement pas suffisant. Dans un monde idéal, bien sûr, nos patients, même avec des VUS, on peut les banquer, entre guillemets, faire avoir des tissus biologiques là, pour faire des tests et étudier les mutations. Donc, en ce moment, nous, notre but à notre biobanque, c'est ça. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de franchement de mutation qui a été trouvée, l'intérêt d'être testé pré-symptomatique est peut-être moins grand. Bien sûr, même pour les gens qui ont des mutations SOD1 dans leur famille, en fait, peut-être pas SOD1, C9, mettons. Donc, des mutations pathogènes bien établies, ça peut valoir... dans le fond, c'est le savoir pour être testé plus tard, mais ça prend un conseil génétique de près. Là. SOD1 aussi, mais SOD1, il y a la chance de participer à un essai clinique là, pour les patients pré-symptomatiques. Donc, il y a un avantage. Ah bon, 2022, donc c'est quand même actuel. Là. Je ne pense pas que le panel a changé tellement. Si c'était arrivé il y a 10 ans, disons, là, ce serait différent. Merci beaucoup.
Il y a une question ici sur le chat qui fait le lien entre une atteinte au niveau visuel, nerf optique, et la SLA où j'essaie de voir Mme Forgette, qui donc a eu des problèmes de glaucome, perte de vision, et l'ophtalmologiste aurait peut-être fait un lien entre la SLA et les changements au niveau des yeux, entre autres le nerf optique. Donc, je peux peut-être, en fait, peut-être ce serait une question aussi pour les chercheurs, mais je ne sais pas, au niveau clinicien, dans la clinique, je n'ai pas noté d'observation par rapport au glaucome ou l'atteinte du nerf optique et la maladie du motoneurone, mais le glaucome, de ma compréhension, c'est un problème de pression de l'œil qui affecte le nerf optique et non le nerf optique qui meurt à la base. Mais je ne sais pas si Geneviève ou les autres chercheurs ont vu des associations comme ça. Moi, je ne connais pas de gène là, qui serait associé aux deux. Des fois, hein, c'est un peu par la bande qu'on trouve des associations, là, mais je regarde nos chercheurs, puis il n'y a rien qui leur vient, puis je triche là, en faisant un PubMed. Là. Mais ça arrive tout le temps, là, tous les jours de clinique, quand je rencontre des patients, je ne vois rien d'évident. Donc, non, anomalie des nerfs optiques comme telles, puis SLA, pas tellement. Anomalie des mouvements extraoculaires, c'est sûr qu'il y a des choses supranucléaires qui pourraient arriver, mais ce n'est pas une maladie qui a d'affaire avec le glaucome. C'est sûr que ce qu'on reconnaît un petit peu plus maintenant, c'est peut-être des légères anomalies sensitives chez les patients SLA. Donc, il y a certaines descriptions, là, mais c'est pas mal tout. C'est vraiment une maladie motrice. On regardait les chercheurs, on a tous fait signe de la tête. On n'a connaissance d'aucune donnée. On est 4, je ne sais pas, Dr. Julien en ligne, là, si on est 5, nous 5, on n'est pas au courant de rien. Et puis, je pense qu'au niveau clinique non plus. Donc, non, probablement pas. Non, hein, c'est ça, Jean-Pierre. Donc, probablement pas. C'est probablement une coïncidence qui est arrivée, Mme Forgette, on dirait. OK. Donc, je passerai donc à une prochaine question sur ma liste. Je vais essayer de laisser nos cliniciens tranquilles, mais c'est sûr que vous êtes pas mal en demande. Il y a une grosse question sur la recherche. Donc, on a reçu une question, et peut-être là, je demanderai à mes collègues de s'approcher. C'est une question monstre qui couvre un très large aspect de la recherche, mais qui est très gestion, impact, étendue de la recherche. Ça n'est pas nécessairement sur le type de recherche, mais essentiellement comment la recherche fonctionne. Donc, avoir une idée de l'ampleur des travaux. Le nombre d'unités de recherche dans les centres hospitaliers, le nombre de personnes impliquées, le nombre de pays impliqués, genre de budget investi. Donc, avoir une idée de l'ampleur de la recherche qui se fait. Donc, je peux commencer le bal. J'ai pris des notes, mais j'invite mes collègues à venir compléter. Je vais y aller je vais commencer par petit, puis on va essayer de grossir. Donc, au Canada, on a évidemment la recherche principalement est subventionnée par ALS Canada, qui est depuis une dizaine d'années maintenant, a un partenariat avec un organisme créé par le gouvernement fédéral qui s'appelle Brain Canada. Donc, ALS Canada va, évidemment, l'objectif de ALS Canada, c'est de subventionner la recherche en SLA pour trouver, éventuellement, l'idée, c'est d'arriver à ce que la SLA soit une maladie curable, qu'on puisse traiter la SLA. C'est l'objectif, c'est vraiment le but de la société ALS Canada. Le partenariat avec Brain Canada fait que tous les dollars investis en recherche sont doublés. Donc, alors là, on parle de budget, grosso modo, à SLA Canada, d'environ 2 millions, 3 millions de dollars par année en fonds de recherche, qui devient 4 à 6 millions au niveau canadien.
Petite primeur, en passant, à ALS Québec, on vient de mettre sur pied un fonds pour la recherche qui va avoir des priorités qui vont venir vont être complémentaires à ce qu'ALS Canada va faire. Donc, il y aura des annonces bientôt qui s'en viennent. Et le Dr. Matt est sur le comité scientifique aviseur. Donc, on va amener à ça. On parle d'un fonds de l'ordre d'environ un demi-million de dollars. Donc, on est dans ces ordres de grandeur-là au Canada, au Québec. Mais ça, ce sont des organismes qui sont dédiés, spécifiques à la SLA au Canada. Donc, il y a d'autres façons d'aller chercher de l'argent pour les subventions, mais on tombe dans des organismes subventionnaires qui sont plus généraux, comme les Instituts de recherche en santé du Canada, qui vont donner des subventions qui sont plus volumineuses, plus importantes, mais la compétition est beaucoup plus féroce, le taux de succès est beaucoup plus faible, et la SLA, les chercheurs en SLA ne font partie que d'un petit pourcentage, un petit groupe de chercheurs dans une mare de chercheurs qui vont être sur le cancer, l'Alzheimer, le sida, la COVID, bon, etc. Donc là, on tombe dans une mare, mais bon, les chercheurs qui sont ici, c'est des chercheurs qui ont du succès, qui sont subventionnés, mais on fait partie on rentre en compétition, donc on n'a pas un pool spécifique comme ça. Donc ça, c'est pour le Canada. On est très proche de nos voisins américains, évidemment beaucoup plus riches, ils ont beaucoup plus d'opportunités, mais ils ont à peu près la même chose en équivalence. Donc, ils vont avoir l'équivalent de ALS Canada qui s'appelle ALS Association, qui donne des subventions qui sont beaucoup plus importantes. Donc, entre autres, on a eu une subvention récemment pour un essai clinique, que j'en glisserai un mot tout à l'heure, vient de ALS Association. Il y a des chercheurs ici, là, Alex en a eu, je pense qu'Harry en a eu aussi, Geneviève. Donc, ce sont des subventions qui arrivent en dollars US. Donc, on a déjà 25% de plus dans notre budget, ça paraît. Ça, c'en est un. Il y a aussi le Department of Defense aux États-Unis qui sont extrêmement généreux dans leur programme qui cible la SLA. Pourquoi? Parce que les militaires qui reviennent des sites, des zones de combat, ont une propension à développer la maladie qui est beaucoup plus élevée. Et donc, ils investissent beaucoup d'argent. Et encore une fois, Gary, Kassen, Alex, moi, on est en collaboration. On a eu des fonds du Department of Defense. On n'est pas les seuls. Dr. Julien en a eu aussi. Donc, c'est une autre source qu'on peut aller chercher. Et il va y avoir des fondations. Il y a beaucoup plus de fondations aux États-Unis. Il y a le Healey Center, il y a le Packard Center, il y en a plein aux États-Unis qui sont généralement offrent des subventions à l'international, donc auxquelles on a accès. Et bien sûr, il y a les pharma, les biotech, Dr. Matt l'a mentionné, donc il y a plus de 80, et ce qui est énorme parce qu'on parle d'à peine une dizaine d'années, il y avait à peine une trentaine. Une vingtaine, une trentaine. Donc, en 5-10 ans, le nombre a augmenté énormément et ils vont contribuer à nos recherches par des contrats de recherche, des contrats au niveau clinique et tout et tout. Bien sûr, il y a tout ce qui se passe en Europe, tout ce qui se passe en Océanie, en Australie, tout ça. Mais ça, pour nous, c'est plus difficile. On a moins d'accès. C'est des marchés qui sont plus réservés aux Européens ou du moins avoir des collaborateurs européens. Donc, dans la question de M. Desrochers. Grosso modo, on a, je vais retrouver mes notes. J'ai fait un calcul, là, puis je peux me tromper, j'ai fait ça rapidement aujourd'hui. Environ une vingtaine de labos au Québec, 15 à 20 labos au Québec, je pense que ça aurait du bon sens. Au Canada, on parle d'à peu près une soixantaine de labos au total. Le Québec compte le tiers des labos au Canada en SLA, même proche 40%. Mais là, quand on sort du Canada, quand on est aux États-Unis, quand on s'en va en Europe, on parle de centaines de laboratoires qui vont travailler sur la SLA. Il y a plusieurs laboratoires en Australie. En Europe, incluant le Royaume-Uni, après le Brexit, on les inclut. Il y a de très grands nombres de laboratoires là aussi. Quand on parle de financement global, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Est-ce que ce sont des financements qui sont accessibles à tous? Pas nécessairement. Il y a souvent des projets des programmes qui vont être ciblés. C'est-à-dire que
Dr. Armstrong et moi, on a une idée, on veut soumettre un projet, ben l'appel d'offres est très spécifique. Peut-être que notre projet ne fitera pas dans cet appel d'offres. Donc, ça peut être, par exemple, identifier des nouveaux biomarqueurs. Ça pourrait être tester une nouvelle molécule pour sa toxicité. Tester. Donc, des choses très précises. Mais en même temps, il y a des programmes qui sont très ouverts. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes de fonctionnement d'un laboratoire, dépendamment des modèles, par exemple, les modèles de Dr. Parker qui sont plus simples vont amener des coûts moins élevés. Dans mon labo, on travaille avec des modèles murins, ça va coûter des coûts plus élevés. Mais un projet, grosso modo, incluant les personnes ressources, les étudiants, les personnes techniques, on parle d'un minimum de 100 000 $ par année pour rouler le projet. Quand on a des structures plus complexes, on parle de 200 250 000 $ par année. Un fonds de recherche de 5 ans aux IRSC tourne autour d'environ 1 million, 1,2 million pour 5 ans. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur des besoins autour de la recherche et de l'impact que le financement va avoir. C'est sûr qu'il y a 10 ans maintenant, je pense que c'était le Ice Bucket Challenge. Ça a été une explosion. Ça a donné un gros boost sur la recherche. Ça l'a amené à des identifications de nouvelles molécules avec le pimoside, par exemple, et ses dérivés et tout ça. Donc, il y a eu plein d'avancées. Donc, ça vient par vagues comme ça, mais les investissements sont là. Mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Puis les démarches, comme Claudine mentionnait tout à l'heure, donc le lobbying qu'on fait avec SLA Québec, avec vous, auprès des gouvernements, des politiques, votre député, vos ministres, pour vraiment sensibiliser le système. Parce qu'un peu comme Dr. Gange disait, Dr. Matt, il se passe plein de choses présentement. C'est vraiment excitant. Et c'est le temps de vraiment amener de l'eau au moulin pour faire fonctionner tout ça. Voilà, c'était une longue réponse, mais c'était une grosse question. You guys want to add anything? Well, I mean, can I maybe say it over? Oui, go. Make yourself heard. Yeah, I'll just say a few things when I think about ALS. The first thing is, what would I do if I was diagnosed with ALS? So I'm an ALS researcher. I've been studying it now for 15 years. The first thing I would do is I would want to try to find out if it was a genetic cause. So I would get my known gene sequenced. So that's an important thing that I would do. The second thing is I would get to a clinic here in Quebec, because we have some of the best clinical care and clinical expertise in the world, and that is a fact. And that's largely due to Dr. Gange and Dr. Matt, and the clinics that are run here, so that's fantastic. But aside from those very important things, when we think about the population and the questions that Richard just answered, yes, money is critically important. It's, I guess, grease a lot of the wheels to bring a lot of the treatments that Dr. Matt was talking about earlier on to the forefront. That's critically important. But the other thing that's important is that when we think of ALS, we often think of populations. Most of the research that is being done worldwide is being done largely in the Western Hemisphere. And we've identified most of the genes, at least of the low-hanging fruit that are likely involved. The question is when we don't sequence genomes from the rest of the world, are we missing out on important aspects of the disease? The more populations that we get access to, because I guarantee you there's ALS in sub-Saharan Africa, there's ALS in the continent of India. We have no idea, very little understanding about what are the causes of ALS in those countries. Those are massive populations that we know next to nothing about. And the other thing I want to point out is that gene C9orf72 may account for up to 50% of ALS cases in Northern Europe and a lot of them here in Quebec. But if you just look at the Asian population, so for instance, you look at Han Chinese populations, the most common ALS causing gene is a gene called CHCHD10. We know absolutely nothing about this mitochondrial gene. So just 2 points I just wanted to add to this. And this is obviously a fantastic time to come here and talk to everyone. Thanks for sharing.
Thank you, Gary. So, en effet, donc, cette diversité que Dr. Armstrong mentionnait, par exemple, les mutations, même dans les mutations SOD au Japon, sont différentes de celles qu'on trouve en Amérique du Nord, par exemple. Donc, effectivement, il y a une richesse du point de vue recherche. Il y a des connaissances qui nous échappent parce qu'on n'a pas accès à ces données-là. En fait, elles ne sont pas étudiées. Donc, si vous voulez, je repasserai. Je pourrais rajouter quelque chose. Oui, excuse-moi, à cette Jean-Pierre, absolument. question-là. Oui, absolument, vas-y. C'est que la recherche déborde largement aussi. La recherche biomédicale peut déborder largement seulement le problème de la SLA. Comme l'expliquait tantôt Richard, il y a d'autres maladies neurodégénératives qui vont probablement partager les mêmes voies de dégénérescence. Il faut regarder dans d'autres domaines aussi ce qui se passe, l'Alzheimer, Parkinson, démence frontotemporale, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi, quelqu'un a posé la question au début, qu'est-ce qui cause la mort neuronale? Mais on pourrait, alors il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais ça se pourrait qu'au bout du compte, la solution au problème vienne de quelqu'un qui travaille sur le cancer. Eux autres, ils essaient de tuer les cellules qui sont anarchiques, mais c'est un peu le même problème à l'envers. Si on comprend comment la mort fonctionne, on pourrait régler les problèmes des deux côtés. C'est un peu l'envers de la médaille. Alors, la recherche fondamentale, je pense, c'est assez important, mais c'est difficile à évaluer quel est le montant exact, pertinent à la maladie de la SLA. Quelqu'un travaille sur le transport axonal, par exemple. Est-ce que c'est pertinent à la SLA? Je pense que oui, mais il y a une zone grise. Alors, il y a une zone grise pour les études sur le cerveau en général peuvent aussi contribuer à mieux comprendre éventuellement la SLA et peut-être même trouver des médicaments, mais on va le savoir à long terme. Mais je pense que la recherche fondamentale, c'est un bon placement à long terme, puis on verra ce que ça va donner. Mais ce qu'on voit surtout actuellement, c'est beaucoup d'efforts du point de vue clinique, et puis ça, c'est vraiment encourageant de voir qu'il y a beaucoup d'études translationnelles actuellement, c'est des choses qu'il n'y avait pas autrefois. Alors, on va finir par trouver des solutions. Et peut-être rajouter sur ce que le docteur Julien disait, je participais à un mini-colloque mardi, puis il y a un collègue qui travaille sur la maladie Parkinson. Donc, vous avez probablement entendu parler, c'est un petit groupe de neurones dans le cerveau qui va dégénérer et qui va créer un débalancement du contrôle moteur. Donc, les gens vont avoir un tremblement, vont avoir difficulté à initier des mouvements, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec la SLA. Absolument rien. Ce n'est pas du tout les mêmes groupes de cellules qui meurent, rien du tout. Un point commun, pour faire rejoindre le point du docteur Julien, les neurones qui meurent dans la maladie de Parkinson sont très gros. C'est des neurones qui ont des axones, des prolongements axonaux. Donc, la projection qui va venir faire le contact avec les cellules cibles, ça, c'est énorme. Bien, les motoneurones qui sont sensibles dans la SLA sont aussi énormes. Donc, il y a un parallèle. Est-ce que la taille a quelque chose à voir? Est-ce que le besoin énergétique a quelque chose à voir? Donc, on revient aux probiotiques, on revient aux mitochondries. Donc, c'est complètement différent. C'est deux maladies qui n'ont absolument rien à voir. C'est des gènes complètement différents, c'est des mécanismes différents, mais les neurones meurent quand même. Donc, est-ce qu'on peut apprendre d'une autre maladie pour essayer d'aller chercher de l'information? Et c'est ce qu'on fait dans nos congrès. L'idée, c'est d'aller dans des congrès spécialisés comme on a la semaine prochaine. Jean-Pierre, vas-tu être au Packard? Non, je ne vais pas cette année. OK. Je vais être en Europe. On va se manquer. Donc, il y a un congrès la semaine prochaine à Baltimore qui est très spécialisé sur la SLA. Donc, c'est vraiment les plus gros laboratoires de recherche SLA en Amérique du Nord vont être là. Mais c'est aussi important d'aller dans les congrès plus généralistes où, justement, on va parler à des gens qui touchent à différents aspects pour nous guider dans ce qu'on pourrait penser et faire dans nos recherches SLA. Pour les chercheurs qui sont présents, il y a un symposium qui est supporté par le SLA Québec qui va se tenir dans le cadre du Congrès international Congrès international de la Société de neuroimmunologie. Ça va se tenir à Québec, au Centre des congrès de Québec, du 21 au 25 août. Alors, je vous invite, les chercheurs, ça va couvrir beaucoup plus que la SLA. On va avoir un symposium un après-midi sur la SLA, mais il va y avoir aussi sur sclérose en plaques, d'autres maladies, ou le problème avec le système inflammatoire et les autres maladies.
probiotiques et ainsi de suite. Alors, ça pourrait être assez intéressant de vous inscrire à ce congrès-là. Merci, Jean-Pierre. Oui? Yeah. Yeah, go, go. Yeah, absolutely. Before I forget. No, go, go. I forget a lot. So just, I'll do this one in English. When we're talking, when you did a very good job with overall research, how it works and stuff. But I want to point out that, like, really, the motor for research is the students, right? And it's a stressful job for them because it's hyper competitive. It's a difficult career, but they do choose to do this, to do research for things like ALS. So sometimes I think they get a little forgotten, or, so I would say that, so we're training these people in a university context, so it's not like a company, right? We have to train them, and they're studying interesting problems, diseases like ALS. So I always think that they don't always have enough support because it's a difficult situation. So that's something I just want to point out, that a lot of this work does come from students, and any additional support for them is appreciated, obviously. So that's just to point out, there's many people, obviously. There's companies, all the profs are here, and there's the clinic, but it's really the students who make this possible. I don't have anything else to add. It's just that. Absolument. Merci, Alex. C'est extrêmement pertinent. Ouais. Il y en a quelques-uns dans la salle. Donc, le point du docteur Parker, juste pour être sûr pour ceux qui sont moins familiers en anglais, et tout ce qu'on fait dépend entièrement des ressources dans les laboratoires que sont les étudiants. Leur implication, le brain power, l'investissement qu'ils ont dans un environnement qui est vraiment pas évident, qui est très stressant, très challengeant, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de frustration. Et c'est ça qui fait avancer la recherche en SLA. C'est le financement, oui, mais le travail des étudiants et le financement des étudiants. Et ça, c'est un aspect que SLA Québec sur lequel SLA Québec veut contribuer, mais ALS Canada le fait aussi, donc la contribution des étudiants. Merci, Alex, tout à fait juste. Donc, j'irai peut-être avec la question de Martin. Donc, essentiellement, la question, je vais y aller ici. Comme ça, tout le monde va pouvoir la voir. Voilà. Donc, ici, c'est cette question-ci. Essentiellement, c'est les symptômes apparaissent à un endroit, donc au niveau de la cheville, et se propagent au genou, d'un côté comme de l'autre. Donc, comment la maladie commence? Comment elle se propage? Est-ce qu'on sait comment ça marche? Comment on explique ça? Voilà. Je peux peut-être répondre, Richard. En fait, si j'ai bien la même question, c'est par rapport aussi pourquoi la jambe est froide. Je pense que ce n'était pas nécessairement par rapport à... en fait, ça, c'est quelque chose que je vois... Oui, j'ai manqué de fond de la question. Oui, merci. En fait, c'est quelque chose que je vois très fréquemment avec les patients en clinique. Le plus gros facteur qui va venir pomper le sang au cœur, au niveau c'est nos mollets. Donc, nos mollets, c'est vraiment des meilleures pompes. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on a une faiblesse d'une jambe ou des deux jambes de façon symétrique ou asymétrique, on a de l'atrophie, on a de la faiblesse, puis nos mollets, en fait, vu comme on marche moins, puis on pousse moins sur la jambe, notre mollet va moins pomper le sang jusqu'à notre cœur. Puis ce qu'on a, c'est qu'on a de l'insuffisance veineuse qui s'installe. Puis ça, en soi, ça fait des changements aussi autonomiques. Donc, les nerfs qui contrôlent la dilatation, la constriction également au niveau de la jambe deviennent affectés. Puis ça donne cette sensation, c'est pas infréquent que la jambe devient plus enflée, puis devient aussi plus froide, des fois un peu bleutée. Donc, en fait, ce qui est souvent utile à faire, c'est des fois de surlever la jambe, donc la mettre à un niveau plus haut que son cœur. Donc, souvent, si on est couché, c'est de relever les jambes avec un oreiller. On peut aussi demander si on a l'accès à quelqu'un qui peut aussi masser ou juste bouger le pied. Ça peut également pomper. Donc, ça l'aide souvent à ce genre de symptômes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Martin.
pense que oui, c'est très clair. Merci, Oliver. Je prendrais peut-être la question de Mme Baker. Sa mère qui est décédée il y a une dizaine d'années. Je vais essayer de la question comme ça aussi. Et à l'intérieur de 10 ans, 2 voisins également, à l'intérieur du même bloc. Donc, ça amène la question, est-ce que l'environnement pourrait contribuer à l'apparition de la SLA? Donc, je pense, chercheurs et cliniciens, je pense qu'on peut contribuer à cette question-là. Hi, Mrs. Baker. Yeah, we have to realize that although ALS is a rare disease, it's a 1 to 2 per 100,000 incidents. So this is each year 2 new cases for 100,000 people. But if you put this as a lifetime risk, it turns out to be 1 in 400, which is a lot more than you would expect. So it's relatively common. And then there are some biases we have. We know of ALS, and all at once we seem to know tons of people who have ALS. There are serious researches in terms of environmental exposures. So a friend of mine, Dr. Goutman in Detroit, has looked into incidents in Michigan by postal zip codes and different pollutants. And there were some associations with products of plastics. So it just happens that there are more cases. Does it give us any insight into what's happening? Not really, but there seems to be something like that. And in smaller scale, well, our project with copper exposure is when we're pursuing, looking at ALS a bit differently. Donc, si on résume, est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux dans la SLA? Il n'y a rien qui a été identifié encore, mais il faut réaliser que c'est une maladie qui est relativement commune, hein, même si c'est une incidence de 1 à 2 par 100 000, mais si on met ça sur un risque dans la vie d'une personne, c'est une chance sur 400. Donc, ça, c'est déjà plus que de gagner à la loterie, malheureusement. Là. Donc, il y a plusieurs efforts. Donc, on sait, par exemple, au Michigan, Dr. Gottman avait regardé certains polluants dans l'atmosphère, puis les cas de SLA, puis il semblait avoir une certaine corrélation. Ça ne donne pas une cause, mais des pistes pour chercher. Puis nous, on avait notre étude sur le cuivre, dont on va pouvoir présenter des conclusions plus tard. Je ne sais pas, mes collègues, peut-être vous avez des compléments d'informations. Oui, je pense que Dr. Matt a bien dit. Il y a des corrélations, mais pour dire c'est la cause, il faut être vraiment très prudent. Mais par contre, ce qu'on sait, l'environnement peut jouer sur l'expression des gènes, etc. Donc, je pense que ça commence à être de plus en plus étudié avec les avancées technologiques. Maintenant, on peut facilement identifier des gènes, séquencer des gènes plus facilement. Et cette étude s'appelle épigénétique. Donc, il y en a plusieurs études dans la SLA, mais on n'a pas encore d'évidence concrète encore. Et ce qui rend ça très, très difficile, c'est pour arriver à une conclusion en recherche, il faut avoir un environnement très contrôlé. Il faut qu'on sache quand est-ce que ça a été exposé, par combien de temps, à quelle reprise, c'était quoi exactement, est-ce que c'était juste ça, est-ce qu'il y avait d'autres composés, est-ce que la personne a voyagé, bon, etc. Ce qui est en environnement, dans une vie normale d'un individu, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, que ça n'existe pas, mais d'arriver à faire ressortir cette information-là, c'est un défi qui est vraiment très important. Je passerai peut-être à une question sur j'ai pas... Ouais. Ben, je vais aller dans mes cliniciens encore une fois, désolé. Mais peut-être que les chercheurs aussi vont pouvoir contribuer. Une question de Mme Thébert-Turmel qui nous avait été envoyée
existait-il des recherches au sujet de la diète cétogène, la SLA, comme il en existe une pour l'Alzheimer? Et est-ce que cette diète est recommandée, non recommandée pour les personnes atteintes? Où est-ce qu'on en est à ce moment-là avec cette diète-là? Ma réponse, Tu peux Geneviève, commencer, c'est- Oliver. ma réponse, c'est que pas que je connaisse, mais je devrais faire si je fais une recherche PubMed, on pourrait trouver quelque chose, mais j'ai pas eu oreille de diète. Je sais que c'est un sujet très populaire pour recherche dans plusieurs maladies présentement. Mais au niveau neurologique, on a de l'évidence pour des épilepsies qui sont réfractaires, les gens épileptiques qui répondent pas bien, surtout chez les enfants, ça semble fonctionner. Mais pour ce qui est chez la SLA, il faudrait que je fasse un peu de recherche. Ben, c'est ça, on n'a pas beaucoup de données évidentes, là. Donc, un site web pour trouver des réponses sur des choses comme ça, là, c'est ALS Untangled. Donc, un site, une collaboration de chercheurs, de cliniciens internationaux là, qui regardent des idées comme ça, puis qui partent en scientifique, sans a priori, là, c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est dire, attends, c'est quoi les données qu'on a? Est-ce que c'est plausible? Donc, somme toute, peut-être. Des études qui nous disent que ça peut favoriser certaines molécules certains systèmes antioxydants, quoique des conférences sur le métabolisme en SLA montraient quand même des changements que, dans le gros, là, les neurones se mettent en mode cétogène, si on peut dire, en mode utiliser des acides gras, puis certains composés peuvent avoir une phase où ça cause en fait peut-être plus de stress oxydatif. Alex me regarde comme ça, j'ai-tu raison ou j'ai bien compris? Donc, c'est pour ça que, tu sais, déjà ça me disait, il faut peut-être faire attention. Ce qui est certain, c'est qu'une diète cétogène faite de façon sévère, c'est très difficile de maintenir un poids avec ça. Puis c'est la dernière chose qu'on veut chez un patient SLA, c'est une perte de poids. Donc, si vous voulez embarquer dans cétogène comme tel, je ne pense pas que c'est une super idée. Faible en glucides pour toutes sortes de raisons, peut-être, là, mais se mettre en cétose, c'est peut-être pas la meilleure chose pour un patient SLA. C'est peut-être pas prudent. Puis, ce qui était populaire un bout de temps, c'est le protocole de Diana, là, qui avait aussi une alimentation cétogène, mais aussi tout un paquet de suppléments. Là, donc, les évidences sont quand même assez partagées. Donc, ce qui est important, c'est de maintenir son poids. Ce n'est pas le temps de faire une diète sévère, de restreindre ses calories. Merci beaucoup à vous deux. Je dirais peut-être une question sur le chat. Quelle est la différence entre le prébiotique butyrate de sodium et le médicament Briosa? Je ne sais pas si Alex, ils vont jumper en l'air. Et là, l'aspect clinique, est-ce que les deux peuvent être pris simultanément? C'est une bonne question. Ouais. OK, donc, moi, c'est une bonne question. Pour moi, ce n'est pas clair. Parce que le butyrate, c'est souvent un molécule qui est suivi comme quelque chose d'actif dans les études de microbiome. C'est clair. Mais en même temps, il existe une grande littérature sur le sodium butyrate comme molécule pour le traitement pour la maladie. Moi, je connais depuis mon temps de recherche sur la maladie de Huntington. C'était une grande étude dans cette époque. Mais enfin, c'était pas, c'est un peu pas, je dis rien, mais donc c'est ça. Donc, pour moi, c'est difficile parce que peut-être c'est un lien avec le microbiome, le niveau de butyrate, c'est clair. Peut-être là, c'est comme un médicament actif, c'est un effet avec les autres médicaments. Oh, man, c'est difficile. C'est beaucoup de choses en même temps.
Mais en même temps, c'est pas toujours clair si le butyrate ou le microbiome, c'est la même chose comme un médicament, parce que c'est pas toujours la même molécule. Donc, pour nous, quand on regardait ça avec le nouveau alburisme, c'est ça? On pensait de ça parce que peut-être c'est un mécanisme, on a bien considéré avec notre étude de microbiome. C'est déjà une molécule qui existe, plus ou moins, dans le microbiome, et on fait les études avec le microbiome. So, c'est un facteur compliqué, et je n'ai pas une bonne réponse. Et, pour moi, c'est, je ne sais pas, parce que je ne veux pas dire quelque chose de négatif sur le négatif, mais c'est une grande étude, et pour ça, je dis ça, c'est pas encore clair avec notre modèle simple, right, avec le verre, les choses de la souris. Donc, j'imagine que c'est une question ouverte pour l'instant. Donc, je n'ai pas une réponse pour ça aujourd'hui. Désolé. C'est ça la recherche. On a certaines réponses et d'autres, on n'en a pas. Donc, peut-être je pourrais répondre rapidement à Mme Vaillancourt. Est-ce qu'il y a de la possibilité de donner directement à la recherche? Oui, vous donnez au Fonds de la recherche de SLA Québec directement. Absolument. Et il y a d'autres possibilités aussi, donc c'est sûr, mais on est définitivement ouvert, open for business. Et définitivement, oui, c'est tout à fait possible. Donc, une question ici sur les biomarqueurs. Anyone wants to jump in on biomarkers? Je peux commencer. Veux-tu y aller, Geneviève? J'enchaînerai après. Bon, donc en termes de biomarqueurs pour la SLA, en termes d'outils de diagnostic, il n'y a pas de profil qui ressort comme tel. En termes de suivi de la maladie, donc il y a les neurofilaments là, qui semblent être en tout cas ce que tout le monde fait pour l'instant. Mais c'est sûr, un biomarqueur, c'est une façon de... C'est soit un marqueur qui détecte la maladie, soit quelque chose qui va permettre de suivre la progression. Donc, il y a différentes choses qu'on regarde. Il y a des biomarqueurs qui sont en fait en développement, puis l'affaire, c'est un peu comme l'expression célèbre maintenant, là, on construit l'avion en volant. Donc, il y a des études qui ont un visée thérapeutique, mais qui vont aussi en même temps essayer de valider certains biomarqueurs. Donc, on pense à des choses électrophysiologiques, par exemple. Merci. Biomarkers are desperately needed. Oui, donc en fait, c'est vraiment une des priorités dans plusieurs laboratoires de recherche. Puis effectivement, quand la recherche il y a une translation vers la clinique, très souvent, on essaye d'inclure dans l'essai clinique, d'aller chercher de l'information sur des biomarqueurs. Donc, une lecture qu'on peut faire pour avoir une idée de est-ce que la maladie est là, comment elle progresse, etc. J'en profiterai pour plugger mon truc un petit peu. Donc, on est en train de finaliser avec Dr. Gange et Dr. Blanchard, en fait, aussi, et un neurologue aux États-Unis. Donc, on a eu cette subvention-là de ALS Association pour lancer une étude clinique. Et j'arrive vers les biomarqueurs dans 2 secondes. Notre approche, c'est de cibler le contact nerf-muscle. Donc, les motoneurones dont Cassine parlait tout à l'heure, les motoneurones meurent, oui, mais le motoneurone fait un contact avec le muscle. Ce contact-là, il est unique, il est extrêmement précieux. Si vous le perdez, votre fibre musculaire ne fonctionne plus. Et si vous perdez toutes les fibres musculaires ne fonctionnent plus. Donc, notre cible, notre approche pour stabiliser les jonctions neuromusculaires. Donc, ça permet de retarder la progression, ça conserve les fonctions motrices. Et dans ce processus-là, on propose qu'effectivement, les protéines qui sont associées avec ces contacts-là, nerfs-muscles, pourraient aussi être des biomarqueurs potentiels. Donc, ça, c'est un exemple, mais plusieurs études cliniques présentement en cours ont toutes leur idée de biomarqueurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et probablement, ce qui va arriver, c'est que ce ne sera pas le biomarqueur génial,
il va en avoir plusieurs qui devront être combinés pour trouver un diagnostic, trouver une progression, etc. Mais c'est vraiment, là, c'est vraiment le Saint Graal présentement. C'est en plus d'aller chercher vers le traitement, mais de trouver des biomarqueurs. Et l'idée pour nous, ce qui est pour tout le monde, de la communauté, le plus tôt on le sait, évidemment, plus tôt on intervient et plus on a d'outils, puis plus on allait vite. Si on intervient tôt, ben les motoneurones il y a peut-être moins de motoneurones qui sont morts. Donc, on peut agir plus vite. Le processus est moins impliqué. Donc, on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus grande. Mais ça, il faut le savoir avant. Et là, ben, les biomarqueurs sont extrêmement importants. Donc, c'est vraiment là, c'est le Saint Graal, un des Saint Graal qu'on cherche présentement, les biomarqueurs. Donc, merci pour la question. Est-ce que, donc je vais aller avec M. Amin Mazou, est-ce qu'une inflammation, peut-être qu'une inflammation qui tue les neurones? Donc, experts, want to say anything on inflammation in neurons? Jean-Pierre, veux-tu parler d'une inflammation qui tue les neurones? Jean-Pierre est là. Peut-être je peux commencer. Oui, veux-tu commencer? C'est sûr, oui, la neuroinflammation, ça joue un rôle. Est-ce que c'est ça qui cause vers la fin la mort des neurones? On ne sait pas exactement, mais c'est vraiment le déclencheur qu'on appelle la mort cellulaire. Puis, quand les neurones ne peuvent pas être récupérés, comme on dit, l'homostasie, et là, tu as l'inflammation qui va venir pour aller vers cette voie qui est la mort cellulaire. Et je pense que la drogue masitinib, son effet, c'est de réduire la neuroinflammation et d'aller vers… Donc, il y a des cellules immunitaires qui s'appellent les microglia qui jouent un très grand rôle dans l'inflammation. Et cette drogue, d'ailleurs, on va savoir bientôt où l'on est. Et son rôle, c'est vraiment de shifter de la neuroinflammation à aller vers la neuroprotection en jouant sur ces cellules immunitaires qui peuvent causer la neuroinflammation. Donc, oui, il y a des évidences que ça joue un rôle contributeur, je dirais, mais ce n'est pas la cause qui tue les neurones. Ben, juste pour dire, c'est une super explication, Cassine. Mais déjà en clinique, il y a des essais cliniques qui s'attardent à ça. Donc, dans les choses importantes là, qui sont arrivées récemment, c'est les publications d'études d'interleukine 2 et les TH-REG, là, donc deux mécanismes par lesquels on voit qu'il y a des débalancements dans le système immunitaire là, des patients, mais c'est peut-être plus au niveau micro, là, la neuroinflammation. Puis justement, ben, c'est peut-être un lien qu'on peut faire aussi avec les lipides puis le système immunitaire, comment ça peut interagir. Donc, peut-être que ça va être beaucoup plus pertinent là, à mesure que les années vont passer. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a plusieurs messages. Je vais essayer donc, ici, un stimulateur musculaire, est-ce qu'un stimulateur musculaire IMS peut aider à contrer l'atrophie? Est-ce que c'est recommandé? Oliver, peux-tu commencer? Oui, en fait, donc ça, c'était la question. J'ai commencé à répondre un peu dans le chat en même temps, vu que je suis en virtuel. Donc, j'ai répondu à plusieurs questions virtuelles en travers. Merci. Mais pour la question, donc l'acétylcholine, donc le neurotransmetteur, en fait, c'est ce que Richard et moi et Dr. Genge regardons en fait présentement à travers un projet qui va bientôt arriver chez nous, mais on est en train de travailler là-dessus justement pour… on sait que la jonction neuromusculaire est très importante. Hein, le neurone va mourir, mais ensuite,
le signal se rend jusqu'au muscle par la jonction du nerf entre le nerf et le muscle. Donc, si on peut garder la jonction neuromusculaire vivante plus longtemps, c'est certain qu'on peut avoir une force et moins d'atrophie et moins de faiblesse qui s'installe dans le temps. Pour ce qui est juste un médicament comme tel qui augmente l'enzyme, malheureusement, il n'y a pas d'évidence que ça fonctionne. Donc, on donne ça souvent dans des maladies que le système immunitaire attaque juste la jonction entre le nerf et le muscle, mais au niveau de la SLA, le problème, c'est que étant donné que le neurone moteur est très irritable, ça cause beaucoup d'effets secondaires aussi au niveau des crampes. C'est très difficile à prendre. Donc, en général, on n'a pas tendance à donner ça pour la SLA. Merci beaucoup. Super clair. Merci. Je vois plein de réponses dans le chat. C'est génial. Merci, Oliver. Je passerai peut-être sur l'édaravone forme orale. Ça va être quoi? À quoi on s'attend quand il sera disponible? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il va y avoir des restrictions pour les patients, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? C'est parce qu'on c'est encore à l'étude à l'INES. On attend la... Non? OK, je vais me taire. Oui, alors on salue Dong Pham là, qui nous donne une partie de la réponse. Donc, l'Edaravone est disponible pour tous. Donc, en fait, là, donc, ça a été approuvé par Santé Canada, reçu un avis tout à fait favorable de l'INES au mois de décembre. Donc, c'est le sceau officiel du ministre qui manque là, pour que ce soit disponible vraiment à tous. Puis, il commence déjà à avoir des ententes avec certains assureurs. Donc, il y a une distribution là, du produit là, qui s'organise. Donc, ça fait pas vraiment de doute qu'il n'y a que des avantages. Là. Dans 6 mois, l'Edaravone IV, ça va être du passé, je pense bien. Bonne nouvelle. Merci. Super. Donc, ça va. Non, mauvaise souris. Je vais pas l'avoir. OK. Donc, je passerai peut-être sur... c'est une grosse question. Je vois le temps qui passe, mais je pense qu'il faut aller voir vers ça. C'est les dons d'organes. Donc, sur M. Larchevêque, il ne semble pas y avoir de protocole universel dans la province. Chaque hôpital fait un peu ses trucs. Donc, quelle serait la situation au niveau des banques? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise au Québec? Est-ce qu'il y a moyen de commenter là-dessus? Peut-être parler de Capture en même temps. J'imagine que Capture pourrait aider là-dessus aussi, dépendamment. Puis là, bien évidemment, on n'a pas, je pense qu'il n'y a pas de médecin de Québec ni de Sherbrooke, donc on ne peut pas couvrir cet aspect. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est parler d'avance de ça avec votre équipe traitante là, pour le don de cerveau. Donc, au CHUM, on a différentes méthodologies. C'est sûr que c'est plus facile si le patient décède à l'hôpital. Donc, on a le laboratoire de Dr. Pra, le laboratoire de Dr. Duquette et Nicole Leclerc qui étudient les cerveaux. Pour les patients qui décèdent à la maison, des fois, l'option la plus simple, c'est la banque de cerveau du Douglas, là, avec laquelle on a une entente également. Là. Donc, le projet Capture, je n'ai pas le protocole complet, mais je ne suis pas certaine que l'autopsie est inclus. Mais c'est sûr que la plupart des sites de Capture sont capables. À ma connaissance, à Québec aussi, le don de cerveau est possible dans leur système. Puis, je vais laisser Oliver parler de son système local. Oui, en fait, merci Geneviève. En fait, c'est ça, c'est certain que malheureusement, il n'y a pas de système parfait, puis c'est plus facile, évidemment, à faire à travers l'hôpital. Il y a beaucoup de patients qui m'approchent avec cette question-là.
c'est un geste très altruiste. Puis en fait, c'est sûr que ça contribue beaucoup à la recherche. Si je reviens juste à ma formation médicale, en fait, quand j'ai formé à l'Université McGill, c'est certain que l'anatomie humaine, j'ai fait ça sur des cadavres humains. Donc, c'est certain que la dissection de cerveau, la dissection du corps, c'est certain que ça donne beaucoup d'informations. Donc, oui, c'est toujours une possibilité. À McGill, on a ce qu'on appelle un CBIC, donc une banque de biobanques qui existent qu'on pouvait consentir. Puis on a aussi, à travers l'hôpital Douglas, aussi également des dons de cerveau et de moelle épinière. Il peut y avoir aussi dons d'organes. C'est sûr que c'est rendu un sujet plus d'actualité de nos jours avec l'aide médicale à mourir qui a vraiment augmenté beaucoup ceux qui souhaitent également le don d'organes. Le seul désavantage pour vous en tant que patient aussi, c'est que c'est sûr que ça implique souvent plus une faisabilité avec une mort à l'hôpital et non à la maison. Hein. Donc, c'est plus difficile de ce côté-là pour certains, mais il y a toujours des efforts à rendre le tout le plus humain et une expérience pour tout le monde, incluant la famille, le patient, humaine comme expérience. Et moi, j'ai plusieurs patients dans les dernières années qui ont décidé de prendre cette option-là. Puis ça se fait, puis en fait, les familles ont toujours été bien contentes du processus également. Donc oui, faut juste en parler d'avance avec votre neurologue qui vous suit dans la clinique. Mais ce sont toujours des options pour vous en termes de dons de cerveau et de moelle épinière. Merci beaucoup. Peut-être une question. Je vois que Oliver a répondu à un paquet de questions sur le chat. Un gros merci. Une question vraiment plus spécifique de Mme Rio sur l'albriosa, mais sur la forme bulbaire. Donc, connaissant les mécanismes d'albriosa, est-ce que ça marche de la même façon pour la forme bulbaire? Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, elle est en pleine forme, plusieurs kilomètres de ski de fond. Elle est capable de faire ses marches et tout, mais évidemment, sa voix c'est évidemment une difficulté à manger et à boire. Est-ce qu'on pense qu'il y a des différences d'action de l'albriosa à ce niveau-là? Oui, ben c'est ça, j'avais vu votre question, madame, avant, là. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas de raison de penser que les mécanismes dans la SLA bulbaire sont nécessairement différents de ceux de toute SLA, mais peut-être qu'on fait erreur. Néanmoins, il faut juste réaliser que les thérapies disponibles sur le marché en ce moment, c'est pour ralentir la progression. Donc, il y a quand même le mot progression dans ma phrase, là. Donc, malheureusement, la maladie va continuer d'avancer, peut-être moins vite, peut-être que c'est pour ça que vous avez encore des performances intéressantes dans vos sports, mais il faut réaliser que ça ralentit pour l'instant. Est-ce qu'on a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Je ne vois pas. Je descends. Donc, on parle beaucoup de dons d'organes, ici des commentaires. Donc, j'aurais une dernière question ici dans ma liste, mais qui est peut-être pour les gens de SLA Québec, en fait, plus que pour les chercheurs. Donc, c'est quelqu'un, M. Lebrun, qui demande par rapport au voyage. Donc, est-ce que un patient SLA est assurable pour voyager à l'extérieur du pays? Quelle compagnie d'assurance serait fiable pour assurer le service?
Je n'ai pas vraiment une réponse, mais toujours une mais. Et vous allez pouvoir rencontrer Kate, qui est extrêmement importante pour organiser l'événement. Bonjour tout le monde. Nous aurions une conférence avec Isabelle Ducharme du Quai Rouge, qui est vraiment l'expert sur les voyages adaptés et les assurances et tout ça en avril. Donc, je vous invite à voir votre infolettre pour le mois d'avril et participer dans nos conférences. Et toutes les réponses à vos questions reliées au voyage vont être répondues à ce moment-là. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est le rôle de la société, effectivement, de vous accompagner comme ça. Écoutez, je ne sais pas, Oliver, dans ta liste, moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui, en fait, j'ai eu quelques questions directement à moi que j'ai répondu entre-temps, donc c'est peut-être pour ça que... OK, parfait, ça le ralentit sur le chat. OK, parfait. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être partagées ou c'était plus comme... En fait, c'est ça, il y avait des liens, certaines patients qui demandaient justement s'il y avait des liens avec la maladie auto-immune et la SLA. Et pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est probablement un effet secondaire, hein, donc la réaction neuro-inflammatoire dont on a fait allusion au début. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont donnés pour ça en termes de cible d'inflammation, qui est un processus secondaire. On ne penserait pas que ce soit la cause primaire du début, mais on n'est pas, on peut pas être avec certitude. Donc, tandis que d'autres maladies comme la sclérodermie, la myasthénie grave, qui est une maladie auto-immune, ça, on sait clairement quel anticorps cause la maladie. Donc, on peut plus facilement avoir un lien. Ça, c'était une question qui avait été posée, justement. Merci beaucoup. Écoutez, donc, moi, j'ai épuisé la liste que j'avais, des questions qui avaient été formulées au préalable. Sur le chat, je pense qu'on a couvert. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on pourrait simplement clore l'événement. Non? OK. Donc d'abord, merci les panélistes, donc nos chercheurs, nos cliniciens. Merci énormément pour votre temps. Je pense que ce sont des questions, on a vu des questions extrêmement pertinentes, vraiment difficiles et je pense qu'on fournit de l'information juste et balancée. Et quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et quand on le sait, on répond bien. Bien sûr, je voudrais remercier l'équipe SLA, Kate, Clara, parce que cet événement-là se fait toujours comme d'habitude avec plein de gens qui mettent tout ça en place. Karim, donc un gros merci. Et puis, merci à vous. Et le prochain, j'ai oublié la date. 21 juin. Le 21 juin, le prochain, pendant le mois de la SLA, mais ça va être vraiment là, autour d'activités importantes de la SLA. Donc, mettez à votre agenda tout de suite. Le 21 juin sera le prochain séance questions-réponses. Alors, un gros merci à tous et je vous passe la parole à notre cher président du conseil d'administration. Merci beaucoup, Richard. J'aimerais commencer ce soir avec mes remerciements du fond du cœur de notre équipe SLA Québec. C'est vous qui œuvrez à tous les jours pour toute notre communauté. Merci beaucoup d'être là ce soir et d'être en ligne pour ceux et celles qui sont à la maison. Vous êtes formidables. Je vous remercie pour ce soir et, comme j'ai dit, votre ouvrage de tous les jours. J'aimerais sincèrement remercier tous les participants. Là, je regarde un peu la caméra pour voir la plupart du monde chez eux. Merci d'être là, les familles. C'est vraiment pour vous que nous avons fait cet événement ce soir. Alors, à tous les participants ici présents dans la salle, prochain remerciement, c'est naturellement à Amylyx. Merci Suzanne d'être là, d'Amylyx et de MP Pharma. Et le contenu, on ne serait pas ici ce soir sans les chercheurs, sans les cliniciennes et, comme on a déjà mentionné, les étudiants, les étudiantes. Donc, j'en vois plusieurs ici ce soir et peut-être aussi en ligne. Je vous remercie infiniment pour votre ouvrage à tous les jours.
vous pensez à des pistes de solutions pour cette horrible maladie, non seulement lorsque vous êtes à vos cliniques ou dans vos laboratoires, mais sûrement pendant que vous êtes chez vous puis vous réveillez la nuit. On sait que ça vous tient très, très, très à cœur et pour cela, je vous remercie de la part de toute la communauté. Ce que vous faites, ça nous donne l'espoir. Ça donne l'espoir à toute notre communauté. Nous sommes très reconnaissantes. J'ai tellement hâte au mois de juin, la prochaine session, donc semi-annuelle. Et encore une fois, merci à tout le monde et bonne fin de soirée. Thank you.